Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La situation humanitaire de Oulam inquiète au Niger. Une mission des Nations Unies s'est rendue sur place pour évaluer les conditions de vie des populations meurtries par les attaques du 2 janvier qui ont fait une centaine de morts. Fin de la suspension des expéditions de graines d'arachide au Sénégal, une décision prise le 31 décembre 2020 par l'exécutif pour aider les huiliers à faire face à la pénurie chronique d'arachide sur le marché local. Et l'eau potable est désormais disponible pour près de 4000 ménages de la province enclavée de Cabinda en Angola. La récente installation de robinets met fin à de longues décennies de corvées d'eau dans la rivière. Jamais le Niger n'aura connu une attaque aussi meurtrière sur des populations civiles. Le 2 janvier 2021, une centaine de personnes sont mortes dans les attaques perpétrées à Oulam, situé dans la région de Tillabéri. Malgré les annonces du gouvernement, la situation sécuritaire du pays reste préoccupante et la situation humanitaire aussi. C'est dans ce contexte qu'une mission des Nations Unies s'est rendue à Oulam pour y évaluer les conditions de vie des populations. Plus de détails avec Graziella Tchakounté. Après le drame, place à la solidarité. Une mission d'évaluation des Nations Unies est arrivée au Niger ce 7 janvier pour évaluer la situation des rescapés des attaques terroristes qui ont fait une centaine de morts dans la ville de Oualam le 2 janvier. Un épisode meurtrier venu se greffer sur des tensions communautaires, laissant des populations déjà particulièrement vulnérables dans le plus grand désarroi. Selon les autorités locales, plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 25 autres blessées. Nos collègues humanitaires sur le terrain ont confirmé qu'une mission d'évaluation interinstitution de l'ONU est arrivée dans la ville de Oualam pour évaluer la situation des personnes qui ont fui les attaques. Selon les conclusions de la mission, environ 10 600 personnes ont été déplacées et une majorité d'entre elles ont trouvé refuge dans le village de Manguez avec des familles d'accueil déjà vulnérables. Les besoins sont donc urgents. Sur le terrain, les déplacés manquent de tout, de nourriture, d'eau, d'hygiène, d'éducation et de soins de santé. Une aide d'urgence des Nations Unies est en cours de déploiement. En plus des missions d'évaluation, l'ONU, avec nos partenaires humanitaires, soutiendra la réponse menée par le gouvernement en aidant à l'enregistrement des personnes déplacées et à la fourniture d'une aide d'urgence. Des cliniques mobiles sont déjà mises en place pour renforcer la situation des soins de santé. L'attaque de Oualam est le dernier massacre en date d'une série qui commence à être très longue. Le Niger est confronté, comme ses voisins du Mali et du Burkina Faso, à plusieurs mouvements terroristes auxquels s'ajoutent des conflits intracommunautaires récurrents. Sur instruction du Conseil de sécurité, un forum sera bientôt organisé dans la région pour tenter d'apaiser la situation. Il regroupera, sous l'égide du ministère nigérien de l'Intérieur, tous les chefs de canton, de villages et de tribus des départements de Bani Bangou et Oualam. Également dans l'actualité, la coopération amorcée depuis 2019 entre le Soudan et les États-Unis se poursuit. Les autorités soudanaises de transition ont reçu à Khartoum le 6 janvier le secrétaire américain au Trésor. Une première depuis des années. 2 accords majeurs ont été signés. Un accord d'ordre économique visant à alléger la dette du Soudan, ce qui permettrait au pays d'obtenir de nouveaux prêts, des prêts qui lui ont été refusés sous les 30 ans de pouvoir du président Omar el-Béchir, renversé en 2019. Le deuxième accord, quant à lui, porte sur la normalisation des relations du Soudan avec Israël. Le Soudan s'est engagé à respecter les accords d'Abraham qui vise à réhabiliter l'État hébreu au Moyen-Orient. Ces 2 accords actent le retour du Soudan sur la scène internationale. La zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 est porteuse d'espoir, notamment en ce qui concerne l'agriculture. L'agriculture qui représente 30% du produit intérieur brut du continent africain et qui pourrait être optimisée au sein de la désormais plus grande zone de libre-échange au monde. Ange Noménio.
La zone de libre-échange continentale africaine peut beaucoup apporter au secteur agricole. Entré en vigueur le 1er janvier 2021, cet outil devrait permettre de fluidifier les échanges commerciaux et agricoles entre les pays africains. L'accès aux produits agricoles a longtemps été freiné par les taxes douanières imposées aux frontières. Mais avec ce nouvel outil, cette contrainte ne devrait plus exister. Je salue cette initiative louable de l'Union africaine. Pourquoi cela? Pourquoi je salue cela? Parce que vous convenez avec moi que l'Afrique a toujours eu des difficultés en matière de commercialisation de ses produits. Il n'y avait pas de barrière tarifaire. On permettait aux pays africains de pouvoir exporter leurs produits sans tarif. Mais il y a ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Ça veut dire que lorsque un produit africain veut aller en Europe, il y a le goût, il y a la santé, il y a la qualité de nos produits, tout ça là qui faisait que même s'il n'y a pas de barrière, les produits africains ne rentraient pas aussi facilement. Les produits africains ne rentraient pas aussi facilement en Europe, mais l'Europe pouvait faire rentrer ses produits en Afrique. Il se posait alors un problème de compétitivité au niveau des industries africaines. La zone de libre-échange continentale africaine devra mettre fin à cette inégalité. Dans la négociation des accords de partenariat économique, APE, certainement vous avez entendu parler, il a été question maintenant de la libre-échange. C'est-à-dire de la même manière que nos produits doivent rentrer en Europe, de cette même manière, les produits européens doivent venir ici. Or, nous ne sommes pas compétitifs. Nous avons des limites en ce qui concerne l'organisation même de nos producteurs. Donc, il y a un travail à faire. La zone de libre-échange continentale africaine, qui représente la plus grande zone de libre-échange du monde, est susceptible de transformer le continent grâce à son marché potentiel de 1,2 milliard de personnes et son produit intérieur brut combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains pour les 54 États membres de l'Union africaine. Dans le reste de l'actualité au Maroc, le compte à rebours pour le lancement de la campagne de vaccination est lancé, même si aucune date n'a été donnée. Les autorités ont validé le 6 janvier l'autorisation temporaire d'urgence pour le vaccin contre la Covid-19, élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford. Ce vaccin est autorisé sur le territoire marocain pour une durée d'1 an et sera administré en 2 temps avec un intervalle de 4 à 12 semaines entre les 2 doses. Notons que le Maroc comptabilise au total plus de 447 000 cas de contamination, dont 7 618 décès depuis le début de la pandémie. Au Sénégal, l'interdiction concernant les expéditions de graines d'arachide a pris fin le 31 décembre 2020 sur ordre de l'exécutif. La mesure avait été prise 2 semaines auparavant, mais face à la pénurie chronique d'arachide subie sur le marché local, le gouvernement a décidé de lever cette suspension pour continuer à récupérer des devises étrangères. Les explications de Mildred Diamou. Fin de l'interdiction des expéditions de graines d'arachide au Sénégal. Décidée le 31 décembre 2020 par le président Macky Sall, cette mesure vise à multiplier les devises venant de l'étranger. Les exportations d'arachide avaient été suspendues il y a 2 semaines pour répondre à la pénurie de d'oléagineux sur le marché local. Dans cette période assez difficile de Covid, les pays ont plus que jamais besoin de devises et de ressources additionnelles pour financer le gap et toutes les imperfections causées par le coronavirus. Donc c'est normal que le Sénégal libère le secteur de l'exportation des arachides parce que cette libération va permettre d'aller chercher des devises étrangères et renflouer l'économie qui en a horriblement besoin. Donc ce n'est pas le moment de protéger les marchés, ce n'est pas le moment d'augmenter la non-compétitivité du secteur industriel. Le secteur industriel doit s'approvisionner selon les règles de marché en oléagineux et doit arrêter de continuer à être bercé, arrêter de continuer à être pouponné dans un contexte où le pays a besoin de ces ressources de pouponnage pour structurer et renforcer sa situation économique. Selon certains analystes, la pénurie d'oléagineux sur le marché sénégalais réside dans la difficulté des industries à répondre à la pression concurrentielle des opérateurs chinois qui proposent des prix largement supérieurs au tarif minimum. Pour la campagne agricole 2019-2020, le Sénégal a enregistré une production record de près de 2 millions de tonnes d'arachides. C'est une décision de rééquilibrage économique, c'est une décision
de stabilisation de la rentabilité de l'entrée des devises. Et le pays a besoin aussi des devises venant du secteur de l'exportation de l'arachide. Notons que le prix du kilogramme d'arachide au Sénégal a été fixé à 250 francs CFA pour la campagne 2020-2021. Pour rappel, les exportations d'arachide non grillées dans ce pays ont atteint environ 327 000 tonnes pour des recettes de 111,5 milliards de francs CFA en 2019. La Tunisie doit faire face à un besoin en eau qui augmente de 3% chaque année. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement tunisien a récemment signé un accord avec le Koweït. La Tunisie s'est vue accorder une subvention de plus de 98,5 millions de dollars pour son projet d'amélioration de ses réseaux d'eau potable. Plus de détails avec Joël Maribalo. En Tunisie, dans l'optique d'améliorer la couverture en eau potable en zone urbaine, la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux a bénéficié d'un financement de plus de 98,5 millions de dollars au profit de 2,8 millions d'habitants. Cette enveloppe du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe servira à financer la réalisation de plusieurs projets d'eau potable dans les zones urbaines du pays. La Tunisie a un effort à faire sur l'optimisation de la gestion d'accès à l'eau potable. C'est à tout cela que devait servir le financement important qui a été reçu pour développer ce secteur-là. En Tunisie, les besoins en eau potable sont de l'ordre de 3% chaque année. Cette subvention sera l'occasion pour la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux d'améliorer et développer les réseaux de transfert d'eau potable dans les gouvernorats du pays, en remplaçant les canalisations, en construisant des réservoirs, des stations de pompage, des stations de traitement et des puits. Ce qui est important donc, c'est d'améliorer l'accès à une eau de qualité et l'accès en quantité et en qualité à une eau utile pour servir les besoins de l'industrie et des ménages. Rappelons qu'à ce jour, grâce au programme d'alimentation en eau potable en milieu rural déployé sur plus de 80% du territoire national, la Tunisie a bénéficié de près de 120 nouveaux systèmes d'eau propre en faveur de plus de 100 000 habitants et au moins 100 systèmes les plus anciens ont été réhabilités au profit de 160 000 habitants. Améliorer l'accès à l'eau potable, c'est aussi un enjeu en Angola et plus précisément dans la province du Cabinda, au nord du pays. À la veille du nouvel an 2020, près de 4000 ménages ont été équipés de robinets pour assurer leur approvisionnement en eau. Une avancée considérable dans les conditions de vie des populations. Un sujet de Samantha Sabupanga. Après de longues décennies de corvées d'eau dans les rivières, 4000 ménages de la province du Cabinda, au nord de l'Angola, ont désormais accès à l'eau potable. L'entreprise China Highway Construction Corporation vient d'achever le projet d'approvisionnement en eau de cette province enclavée. Cet approvisionnement devrait permettre de fournir de l'eau potable à 600 000 personnes, soit 92% de la population du Cabinda. La mise en œuvre de ce projet a coûté 220 millions de dollars. Donc, c'est une initiative, je pense, qui est très intéressée de la part de l'entreprise chinoise. C'est de la responsabilité sociétale et environnementale. Ce n'est pas surprenant que ça se passe plutôt au Cabinda, qui est un gisement de richesse, et ça montre les fragilités et certaines faiblesses encore de l'État angolais auxquelles il faut rapidement pallier. Autrefois, pour s'approvisionner en eau, il fallait aller chercher de l'eau dans les rivières à plusieurs kilomètres des villages. L'entreprise publique chinoise a construit une usine d'eau potable de 50 000 km3 alimentée via une prise d'eau sur une rivière près de la localité Sazazazua. Le projet d'approvisionnement a également permis la construction de plusieurs réservoirs carrés ainsi que la pose de 40 km de conduite principale. La société a également construit une unité de traitement de bouées de décantation de l'usine d'eau potable de Zazazao. Que l'on se retrouve avec en tout cas une entreprise chinoise comme principal investisseur dans la gestion d'un besoin essentiel comme le besoin en eau potable, montre bien qu'effectivement il y a encore au niveau de l'État angolais des efforts à faire en matière de gouvernance, en matière de redistribution des richesses. Malgré l'arrêt des travaux en mars 2020, à cause de la pandémie du coronavirus, l'entreprise a redoublé d'efforts et a pu livrer le projet dans les délais fixés. Pour la maintenance des équipements, le projet a également prévu la formation d'agents spécialisés dans le traitement de l'eau.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.